monde. Du coup, je vais me présenter, Wilson Sadio, volontairement. Je parle pas de société. Je fais pas de Rex sur les différentes sociétés dans lesquelles j'ai pu travailler. L'idée, c'est pas de dire qui est sorti de sa zone de confort ou qui n'est pas sorti de sa zone de confort. Ce qu'on va essayer de voir là, c'est un flot de pensée. Un flot de pensée, essayer de sortir de notre zone de confort, en tout cas de ma zone de confort, et essayer de voir tout ce que j'ai pu voir au quotidien et comment, avec les entreprises, les différentes entreprises, et notamment la dernière dans laquelle j'étais, comment on a essayé de sortir de cette zone de confort et ramener un petit peu le sujet à l'humain. Juste pour me présenter rapidement, Wilson Sadio, 15 ans d'expérience chez BNP Paribas. Et sorti de là, envie de sortir de ma zone de confort et d'aller dans une autre entreprise pour essayer de voir un petit peu comment ça se passait de l'autre côté. Et dans un domaine complètement différent que je ne maîtrisais pas. Et c'est de là, en échangeant avec Laïla et avec Pierre, je me suis dit ça serait bien de parler de cette zone de confort. Voilà. Aujourd'hui, ce qu'on peut voir, et ce que j'ai mis là, c'est que la plupart des entreprises aujourd'hui, on peut s'apercevoir qui sont finalement dans cette zone de confort. En tant qu'humain, moi le premier, ou en tant qu'individu, on a tous une zone de confort. Et cette présentation, elle se veut interactive. Hein. On échange ensemble. Si vous souhaitez m'arrêter, vous n'hésitez pas. C'est de voir à quel niveau on est en capacité de pouvoir justement voyager en fonction de nos émotions dans différentes zones de confort, et si oui ou non les entreprises aussi elles sont capables de pouvoir le faire. Mais juste avant de passer à la suite, pour vous, quelle est la définition selon vous, hein, chacun a une définition, quelle est selon vous la définition de zone de confort? Comment vous la traduirez? C'est une zone où on y met de notre expertise. On n'a pas besoin de faire d'efforts. Voilà. Ok. Sans stress. Aussi, oui. Pilotage automatique. Aussi, exact. On ne voit plus les choses objectivement. C'est pas mal ça. Ouais. C'est ça. C'est exactement ça en fait. C'est que c'est mon constat, et c'est le constat que j'ai pu avoir. C'est qu'aujourd'hui, les entreprises, elles ont pour tendance d'être tout le temps, en fait, la tête dans le guidon et de tout le temps faire la même chose. Et quand je dis ça, il y a 3 éléments. Sur les 3 éléments, c'est, je vous ai posé la question, quelle était pour vous la zone de confort? Sortie de là, pour moi, la zone de confort, je ne vais pas appeler ça une zone de confort, mais encore une fois, c'est ma définition, je vais appeler ça une zone d'habitude. Parce que forcément, si on est dans notre confort, restons dans notre confort. Pourquoi sortir du confort? Restons dedans. Mais en fait, c'est plus une zone d'habitude. Et cette zone d'habitude, les entreprises se disent, voilà, on a tout le temps fait comme ça a tout le temps bien fonctionné, pourquoi changer? Je vous l'ai dit juste avant, je suis coach agile, donc très souvent j'entends c'est de la faute de tout, sauf de l'agile. Non, je plaisante. Généralement, c'est souvent de la faute de l'agile que les sujets n'avancent pas. Et donc, par rapport en fait à ça, c'est vous l'avez dit, hein, vous avez donné les trois éléments. On a cette zone de confort, chacun a sa définition. Moi, j'ai la mienne, celle que je vous ai donnée en parlant de zone d'habitude. Et ensuite, c'est comment reconnaître cette zone de confort. On parlait de sécurité, on parlait de pilotage automatisé. Et aussi, également, on peut voir que certaines entreprises font, on va parler argent, font beaucoup de chiffre d'affaires. Et donc, pourquoi sortir de cette zone de confort si finalement on fait le chiffre d'affaires qu'il faut? Et ensuite, par rapport à ça, vous l'avez dit à juste titre, monsieur, tout à l'heure, c'est pourquoi on s'installe en fait dans cette zone de confort. Parce qu'on s'y sent bien en fait. On s'y sent bien, donc c'est notre zone d'habitude. Mais à côté de ça, il y a aussi des avantages. Il n'y a pas que des inconvénients, il y a aussi des avantages. Et ces avantages-là, moi je les vois au niveau de 3. On a parlé d'une productivité stable. Ok. On a une productivité, excusez-moi, qui serait beaucoup plutôt stable. Par rapport à ça, donc les entreprises vont rester dans leur zone de confort. Et pour revenir un petit peu plus en fait à moi,
L'entreprise dans laquelle j'étais, secteur mutuel, était bien. Et ils sont aujourd'hui très bien, parce qu'ils sont premiers. Et sortant de BNP Paribas et arrivant chez eux, c'était de lancer l'agilité. Mais qui dit lancer l'agilité, dit à un moment donné sortir de sa zone de confort, se faire mal et poser peut-être les questions qui fâchent. Et par rapport en fait à toutes ces questions qui fâchent, on peut s'apercevoir que la productivité, elle sera plus stable. On aura plus cette notion de sécurité. Et aussi, il y a plus ce bien-être en fait qu'il va y avoir. Pourquoi? Parce qu'on va venir regarder un petit peu de plus près tout ce qui se passe en fait dans les différents, dans les différents postes. Et donc par rapport en fait à ça, l'entreprise a été très claire ces derniers temps en disant bah non écoute Wilson, on est bien là. Pourquoi changer? Et pourquoi vous voulez mettre de l'agilité alors? Si vous ne voulez pas changer, si vous ne voulez pas remettre en question votre processus et si vous ne voulez pas remettre en question peut-être la façon de faire et peut-être pour aller plus loin. On verra tout à l'heure avec des exemples que j'ai cités, des exemples que vous connaissez forcément. Et donc par rapport à ça, on peut s'apercevoir aussi qu'il y a surtout cette notion-là, la notion de sécurité qu'il faut vraiment garder en tête et que moi je l'ai entendu à plusieurs reprises, c'est on sécurise, on sécurise, on sécurise. Et donc il ne faut pas trop tout chambouler. Mais par rapport à ces avantages, je vous ai parlé d'inconvénients. Et selon vous, quels seraient les inconvénients pour une entreprise, ou peut-être même si on se le remet en tant qu'individu, à sortir de cette zone d'habitude? On va voir plusieurs, pas du tout. Est-ce que vous avez des éléments qui vous viennent en tête en termes d'inconvénients? Le manque d'adaptabilité, si un concurrent apparaît sur le marché, par exemple, qu'il faudrait revoir son business model, quoi, une capacité à s'adapter à un nouvel environnement, Ouais, qui est quand même de plus en plus incertain. D'autres éléments que vous Forcément voyez? une zone d'effort qui va passer par une baisse de productivité, on retrouve cette productivité. Exact. Hein. Si. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Hein. C'est un flot de pensée. Et moi j'en vois à mon niveau, j'en vois trois. Des expériences en fait que j'ai pu avoir, des entreprises que j'ai pu accompagner. La première, c'est le ralentissement. Vous avez parlé de baisse de productivité tout à l'heure, effectivement. Qui dit nouvelle réorganisation, qui dit nouveaux éléments en fait à mettre en place, forcément, on ne produit plus de la même façon. Nous là, c'est la mise à disposition de logiciels pour les professionnels de santé. Et donc par rapport en fait à ça, on ne va pas innover aussi vite qu'on le faisait. Et donc il va falloir gérer toute cette partie et peut-être tout cet inconfort en fait pour nos professionnels de santé. Mais j'ai pu voir aussi au niveau de la banque, au niveau de l'IT, par rapport à ça, parce qu'il faut toujours produire plus. Mais produire, derrière, essayons de faire de la qualité. Et ce que j'ai pu voir aussi, c'est au niveau des collaborateurs, au niveau de mes collègues, tout simplement, c'est l'ennui. C'est de se dire, bon, on va y aller. Je suis dans ma zone de confort, mais en même temps, c'est plus très trépant ce que je fais au quotidien. Je suis plus très à l'aise avec le travail que je fais, ou j'avance plus, ou je stagne tout simplement par rapport à ça. Et cet ennui, pour moi, emmène le déclin. Et j'ai pu le voir en fait avec des collaborateurs qui pour moi me semblent toujours aujourd'hui très brillants. Et au fur et à mesure en fait de cet ennui, on a vu un déclin total, on va dire un dégoût du poste, ou même peut-être de l'entreprise, ou même peut-être même du management. Et ça, c'est des éléments sur lesquels en fait j'ai eu à échanger en fait avec les RH pour justement dire aujourd'hui on est dans cette zone de confort. Voilà, si on n'y sort pas, voilà ce qui va se passer et voilà ce qui risque de se passer. Après, vous m'entendrez souvent parler de prise de conscience. Et cette prise de conscience, elle peut avoir lieu chez partie RH, mais encore une fois, il faut remonter au niveau de la pyramide. Et si on monte au niveau de la pyramide, si la prise de conscience, de ce que j'ai pu voir de mon côté, si elle n'a pas eu lieu ou si elle n'avait pas été mise en place par le directeur général, parce que c'est un directeur général, c'est toujours d'ailleurs, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que on n'a pas toutes les billes. En tout cas, pour ma part, moi, je n'avais pas toutes les billes pour pouvoir permettre en fait aux collaborateurs en déclin de pouvoir sortir.
Et finalement, ce déclin se traduit par quoi? Par tout simplement des mobilités. Pas internes, mais des mobilités externes. La preuve pour moi, on en discutait tout à l'heure Laïla, qui a fait que je ne pouvais pas accomplir ma mission complètement. J'étais sur le déclin. Et à partir de là, j'ai dit, bon, on va aller voir ailleurs et on va voir ce qui se passe en fait, quoi. Et ça rejoint la notion de valeur. De valeur. Vous l'avez peut-être déjà vu. Moi, j'aime bien prendre cet exemple. Et ça me remet en fait les idées en place par rapport à cette valeur. Je me dis que je l'ai pas là, j'ai pas de billet. Bon, prenons l'exemple d'un billet de 20 euros, de 10 euros. Allez, partons sur un billet de 10 euros. Vous l'avez peut-être déjà vu. Moi, ce billet de 10 euros, moi j'estime en fait que la valeur est toujours la même. D'accord. Et donc, certaines fois, quand je suis pas bien, ou en l'occurrence là, pendant les 6 derniers mois où c'était beaucoup d'émotions, c'est me dire, bon, je suis ce billet de 10 euros et je vaux toujours 10 euros. Et donc, comment faire? J'ai été froissé, j'ai été blessé par rapport à tout ce qu'on veut mettre en place. Les coachs agiles qui sont présents savent très bien qu'on traverse des moments pas faciles. Et donc, par rapport à ça, de me dire, bon, on a tous une valeur. Donc, c'est de se dire quel magasin est capable en fait de nous accepter, ou quelle entreprise est capable de nous accepter. Et donc, par rapport à ça, expliquer au directeur général que toutes les mobilités qu'il y a, que tout le turnover qu'il y a, n'est pas dû à la culture d'entreprise, ou n'est pas dû à tous les éléments qui sont mis en place, les activités ou autres que j'en passe. C'est tout simplement parce que il faut pouvoir sortir de cette zone de confort qui aujourd'hui emmène pour moi ces trois éléments-là. Mais encore une fois, comme je vous disais, c'est ma pensée. Et peut-être que vous en avez d'autres aussi. Mais une fois qu'on dit ça, je vous ai parlé de valeur, pour moi en fait on est en capacité de pouvoir repousser en fait nos frontières. Deux éléments pour pouvoir repousser ces frontières, et c'est des éléments que j'ai eu à tester. C'est se dire, il y a le statu quo, comment faire en sorte d'éviter cet élément-là, et surtout, le mindset. Culture d'entreprise, mindset, comment réussir à changer ces éléments pour justement avoir cette prise de conscience et se dire on peut y aller, on peut avancer et on peut passer en fait à autre chose. Avant ça, peut-être que certains d'entre vous, vous avez déjà fait des transformations, vous avez déjà été face à ce genre d'éléments. J'ai une question à vous poser. Selon vous, quel est le verbatim qui revient le plus souvent lorsque vous voulez changer les choses? On a toujours fait comme ça. D'autres éléments? Pourquoi changer? Pourquoi changer? Pourquoi changer? Ouais. J'ajouterais 3 mois après avoir recommencé quelque chose, c'était mieux avant. Aussi, Parce que forcément, on revient à un changement égale perte de productivité temporaire, et donc tout de suite on entend ça marchait mieux avant. c'est ça. Il faut laisser le temps au temps. Ok. C'est à peu près la même chose. Moi, celui que j'entends le plus souvent, c'est ça. On a toujours fait comme ça. C'est le verbatim que j'entends souvent. On a toujours fait comme ça. Donc pourquoi tu veux changer, Wilson? Et là, la question, des fois, en fait, on se retrouve seul. Vous savez, le petit oiseau qui passe là, on se retrouve seul quand on est face à X personnes et se dire on a toujours fait comme ça a toujours marché. Et là, tu veux nous faire changer. Et derrière, finalement, ça n'a pas marché. Avant de passer à la slide suivante, juste le petit tips que j'ai appris et que j'ai pu mettre en place en fait à chaque fois, c'est de me dire je fais une photo de l'instant T et de me dire voilà, aujourd'hui c'est ce que j'ai. Et là, il y a souvent une personne, on va revenir sur le volet économique, il y a souvent une personne qui paye. La personne qui paye, je paye, qu'est-ce que tu as fait? Et l'agilité, pour ma part, c'est pas palpable. On ne peut pas le toucher et on ne peut pas voir. Et le seul élément que j'ai vu pour pouvoir en fait répondre en fait à cette question de on a toujours fait comme ça, c'est photographie, voilà là où on est aujourd'hui. Et ensuite, dans un mois, on va voir la personne qui paye, pas la personne que je coach, ou pas les équipes que je coach, la personne qui me paye. Lui dire voilà, la photographie, là où on était aujourd'hui, ça peut passer par des grilles de maturité ou d'autres éléments que vous avez, et de dire voilà les métriques, et voilà là où on est aujourd'hui. Oui, mais Wilson, ouais, non, mais revenons juste il y a un mois. On était où il y a un mois? On était où il y a 2 mois?
Oui, mais Wilson, non, mais on était où il y a 6 mois? D'accord. Il n'y avait pas tout ça. Et voilà aujourd'hui tout ce qu'on a pu faire. Et voilà aujourd'hui la qualité qui est en place. Et dernier élément pour pouvoir en fait euh, répondre à cette partie, c'est de me dire tout simplement et de voir avec lui, bon, on a un contrat moral, et on spécifie quels sont tes objectifs hein, sur les 3 prochains mois. Et sur les 3 prochains mois, bon, on les découpe. Hein. Tout simplement, je me transforme en PO et on les découpe. Et à chaque fois, on se voit et on se dit est-ce qu'on a atteint ou est-ce qu'on n'a pas atteint. Et à partir de là, lui a en capacité de revenir en fait voir les équipes et d'échanger en fait avec les équipes et de dire oui les gars on a avancé et voilà là où nous sommes. Voilà moi les éléments en fait que j'ai pu mettre en place et que j'ai mis en place, hein, que ce soit chez BNP ou que ce soit dans la dernière entreprise dans laquelle j'étais, pour justement pouvoir remédier en fait à ça. Mais à côté de ça, il y a quelque chose qui est super important et que je mets souvent en place. Certains l'appelleront rétrospective, d'autres l'appelleront Rex. Hein. Pour ma part, c'est tout simplement en fait de se poser des questions. Et ce monsieur qui est là, très souriant et qui est un psychologue américain, Martin, qui dit hein, ce ne sont pas les échecs qui déterminent nos succès futurs, mais la façon dont nous arrivons à les expliquer. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, a servi en fait au quotidien et m'a permis de pouvoir avancer en fait avec les différentes équipes. C'est de se dire, ok, on est tombé, mais comment on l'explique? Comment on l'explique et comment on donne les éléments en fait pour pouvoir en fait avancer. Et par rapport à ça, en arrivant à expliquer, en arrivant à faire des rex, pas forcément les rex que vous avez pu voir ou les rétrospectives que chacun connaît, mais vraiment de se poser des questions, et des questions qui, à mon sens, fâchent. Et il y a l'art du questionnement, certains l'ont, d'autres l'ont pas, mais il faut pas hésiter en fait à aller et à se poser en fait ce type de questions pour justement essayer de dépasser cette ouais, ce statu quo. Mais pour pouvoir le dépasser également aussi, on est dans un monde où il y a énormément de changements. Je ne veux pas faire de pub pour BNP Paribas, désolé, hein, mais on est dans un monde qui change et ça emmène énormément d'interrogations, je trouve. Ça emmène beaucoup d'interrogations sur le VUCA World, hein, on peut le voir, le monde change. Il y a beaucoup de choses qui évoluent à une vitesse folle. Et par rapport en fait à ces questionnements, c'est de se dire comment ensemble, ou comment dans la réflexion, ou comment avec tous ces éléments qui avancent, hein, comment je vais faire pour sortir de cette zone de confort. Ok, je suis premier aujourd'hui, mais est-ce que je peux me réinventer? Ok, aujourd'hui on ne fait pas de la qualité, mais on arrive à faire des chiffres d'affaires. Comment je peux me réinventer? Aujourd'hui j'ai énormément de turnover au sein de la boîte. Hein. Comment je peux me réinventer? Et c'est tout le temps se dire le comment pour pouvoir en fait avancer. Et avec les équipes, il y a un élément en fait que j'utilise. Désolé pour les personnes qui ne sont pas fans d'Apple, mais je prends souvent cet exemple en leur disant on aurait pu rester à l'iPhone 1. Il fonctionnait très bien, il n'y avait pas de problème. Mais aujourd'hui on est au 14. Et à chaque fois ils se posent la question de se dire comment on peut améliorer l'utilisation l'expérience utilisateur, comment on peut améliorer différents éléments en fait qu'il y a dedans. Pourquoi? Parce qu'en fait tout simplement le monde change et on essaye de s'adapter un maximum possible. Et aujourd'hui si une entreprise ne s'adapte pas, il y a une personne qui le disait à juste titre tout à l'heure, si elle ne s'adapte pas, elle risque pas de couler, mais de plus faire le chiffre d'affaires voulu. Et ça me ramène en fait en tant qu'humain et en tant qu'individu à ça, où arrivé à un moment donné, à mes 15 ans d'expérience, je me suis dit il faut que je me réinvente, il faut que je passe à autre chose. Et il faut que j'essaye de voir autre chose pour justement essayer d'avancer. Une fois que je vous ai dit tout ça, encore hein, je reste sur mes 3 éléments, pour vous, comment on peut sortir de cette zone de confort? Ou comment vous pourriez sortir de la zone de confort? En expérimentant de nouvelles choses. Oui. En se mettant en danger, en essayant d'apprendre différemment, on apprend de nouvelles choses. La notion de se mettre en danger. Créer un sentiment d'urgence.
Aussi, oui. Vous avez d'autres expériences? Par le test. Oui. Expérimentation, test, expérimentation. Moi j'en vois trois. Je suis désolé, j'ai un problème peut-être avec vos trois, mais moi j'en vois. C'est ça. Euh, Donc là-dessus, tu le disais, mais moi je vais commencer plus par la fin. C'est l'amélioration continue. Voilà. L'amélioration continue, c'est vraiment pour moi la clé pour justement pouvoir sortir de cette zone. Et cette amélioration continue, c'est pas une liste à la Prévert que je vais faire pour me dire voilà toutes les listes d'actions que je dois réaliser. Non, c'est de me dire ok, aujourd'hui, quelle est l'action qui va m'apporter le plus de valeur à l'instant T pour que justement mon payeur le voit immédiatement. Et donc du coup, c'est sur cet élément en fait que j'ai essayé d'accompagner les leaders de la boîte dans laquelle j'étais en leur disant ok les gars, on y va mais on s'améliore. Et tous les mois on essaie de sortir en fait une action pour justement montrer au DG tout ce qu'on a mis en place et tout ce qui nous ont permis en fait de pouvoir tout ce qui nous a permis en fait de pouvoir avancer et tout ce qu'on a fait de bien. La deuxième chose c'est évaluer. On va essayer d'évaluer la plupart des compétences qu'il y a au sein de notre structure pour justement se dire aujourd'hui on a de bons éléments qui font le job. Mais comment, entre guillemets, si je peux me permettre du terme, comment leur donner à manger et comment leur permettre en fait de pouvoir se nourrir au quotidien et de pouvoir avancer. Et tout ça, il y a des éléments en fait qu'on peut mettre en place. Je ne vais pas vous apprendre, il y a différents outils, il y a plusieurs outils qu'on va mettre en place justement pour pouvoir en fait accompagner les équipes en ce sens. Et j'ai travaillé avec la RH pour justement permettre de pouvoir évaluer ses compétences et retenir un maximum possible les talents, même si la fuite elle y est toujours, et de retenir un maximum possible des talents pour pouvoir avancer sur le sujet. Et enfin, la sortie au niveau de la zone de confort. Il y a quelque chose qu'on oublie souvent dans les entreprises, c'est la conduite du changement. C'est le change. C'est d'avoir en fait écrit, voilà ce qu'on va mettre en place, les risques et tout ce qui va avec, comment on va pouvoir accompagner cette conduite du changement et comment on va pouvoir mettre les éléments en place. Là, dans la nouvelle boîte dans laquelle je suis arrivé, on met de l'agile, on met en place, on met du safe, on met des RTE. Ok, est-ce qu'on est prêt à y aller? Est-ce qu'on a mesuré en fait le risque? Non, on n'a rien mesuré, rien n'est préparé, mais quelqu'un a lu que safe c'était bien et qu'il y a des trains qui partaient, qu'il fallait monter dedans en temps et en heure, et potentiellement les projets, ils allaient être livrés, ils allaient arriver à temps, quoique, la SNCF, je ne sais pas. Bon. Et donc là-dessus, en fait, pour moi, c'est la conduite du changement. Conduite du changement, première des choses à mettre en place pour justement pouvoir avancer. Qui dit conduite du changement, dit investissement. D'accord? Et donc ralentissement. Et c'est ce qui s'est passé en fait dans la boîte précédente dans laquelle j'étais, où on ne pouvait pas investir. On ne pouvait pas investir dans la conduite du changement, prendre des personnes nécessaires pour pouvoir en fait conduire cet élément. Souvent on pense que, après encore une fois c'est ma vision, souvent on pense que le coach agile peut conduire le changement, mais j'aime à dire en fait, autant mettre chacun à son poste pour pouvoir avancer à des personnes nettement plus capables de pouvoir accompagner cette conduite du changement, donc autant investir dans 2-3 personnes qui sont experts dans leur domaine et qui peuvent conduire le changement et qui peuvent nous donner les éléments en fait pour pouvoir avancer. Voilà moi les trois éléments qui m'ont permis de pouvoir construire cet élément, construire ça. Et je fais une petite dédicace à Leïla avec ING, justement. La transformation, personne n'y échappe aujourd'hui. On en entend parler partout, que ce soit sur le volet digital, que ce soit sur le volet people ou que ce soit sur le volet business. Mais moi, j'aime à dire, une transformation réussie, c'est justement sur les trois volets. C'est people, business et la partie digitale qui nous permettent de pouvoir avancer. J'ai mis le lien pour les personnes sur le site du CJ. On peut s'apercevoir que 90% des entreprises aujourd'hui ont initié
une transformation. Entre celles qui réussissent et celles qui ne réussissent pas, c'est pas grave. Mais l'idée est déjà là de se dire, on se lance en fait dans une transformation. Et il y a une entreprise qui n'est pas française, mais qui a très bien entamé en fait sa transformation et qui s'est complètement réorganisée et qui est sortie de sa zone de confort, c'est ING. Bon, j'ai un peu de barbe blanche, donc je suis un peu vieux. Si vous vous rappelez, il y a quelques années, ING était l'une des premières banques, on va dire, à distance. Et on voyait la carte bleue gratuite avec tous les éléments, donc ils se sont réinventés. Plus d'agence, et on essaye en fait de partir. Et en plus, ils sont venus sur un marché français. Perso, je suis chauvin, et c'était compliqué au début d'aller chez eux. On préférait rester dans notre banque qui était juste à côté, dans le coin de la rue. Et donc là-dessus, ils ont tout changé. Je ne vais pas en parler parce que je n'ai pas fait la transfo de ING, mais aujourd'hui, à mon sens, c'est l'une des transfos les plus réussies et les plus marquantes dans toutes les histoires de transformation en fait, que j'ai pu voir et qui sont juste à côté. Après, on en a d'autres qui sont de l'autre côté de l'Atlantique. Justement, en parlant de l'autre côté de l'Atlantique, est-ce que vous avez des idées ou est-ce que vous avez des noms d'entreprises qui se sont complètement réinventées et qui sont complètement transformées? Elle est très connue. Netflix. Bien vu. Encore, mais encore Gore, aussi. Valve, il y en a plein. Il y en a plein. Bien vu. Allez, il en reste un troisième. Et là, vous aurez mes trois. Netflix, Amazon. Et le dernier, il est connu. Il est un peu fou. Tesla. Bien vu. Voilà. Donc là, d'autres entreprises que j'ai voulu mettre un petit peu mettre en avant par rapport et sur différents créneaux avec Tesla. On a pu le voir, moi personnellement, quand j'ai été voir la première voiture électrique au salon de l'auto il y a quelques années, j'y croyais pas du tout. J'ai dit, c'est pas possible, ça va pas marcher. Et aujourd'hui, Tesla, ils ont réinventé complètement. Quand j'ouvrais le capot, je voyais un coffre. Où est-ce qu'il veut nous emmener? Et aujourd'hui, ça marche. Et aujourd'hui, il a su réinventer, entre guillemets, l'automobile et se dire, on va faire différemment. Et ça, bon, après, c'est pas vraiment vrai puisqu'il n'y avait pas de voiture en fait auparavant et il a construit en fait un modèle qui était là. Mais il est parti d'une base qui existait déjà et il s'est dit, on va réinventer, on va faire du tout électrique. Et là, aujourd'hui, il est très bien placé. Amazon, qui diversifie et qui fait beaucoup de choses avec la télé, avec les serveurs, qui se diversifie tout le temps et qui essaie de sortir de ces zones de confort qui est la vente classique. Et puis Netflix, vous l'avez dit tout à l'heure à juste titre. Moi Netflix c'était en 2009. J'arrivais aux États-Unis et on monte Netflix, on me dit ouais tu peux louer des films, tu peux regarder ça. C'est quoi Netflix? Ça n'existait même pas en France en 2009. Et puis au final, en fait, aujourd'hui, moi perso, quand je rentre à la maison, je mets Netflix et je regarde, ou peut-être autre chose, donc le streaming télé. Et ça, je trouve que c'est des entreprises qui ont plutôt réussi dans leur domaine et qui ont réussi en fait à sortir de cette zone de confort pour justement nous permettre toujours expérimenter cette utilisation client et par rapport en fait à... Juste si je peux me permettre Oui. une remarque par rapport aux trois boîtes que tu cites. Oui. Tu as parlé à un moment du bien-être des collaborateurs. On peut se poser la question à quel prix ils sont sortis de leur zone de confort. Je parle pas pour Netflix, dont je ne connais pas, mais Tesla et Amazon ne sont pas forcément des exemples de bien-être collaborateurs. De ce qu'on peut entendre dans la presse, donc à quel prix ils sont sortis de leur zone de confort, ça peut être une question. Non, je suis d'accord avec toi. En construisant les slides, je me suis posé la question de mettre en fait ces deux groupes. Je l'ai dit tout à l'heure, un peu fou avec Elon et Amazon avec Jeff. C'est pas mon pote, je dis Jeff parce que mais c'est vrai que je me suis posé la question et là je voulais en fait des exemples en fait marquants sans forcément rentrer dans cette notion de bien-être collaborateur. Encore une fois, je ne fais que lire les éléments qui sont dessus.
je ne travaille pas en fait dans ces trois boîtes-là, et je ne sais pas réellement ce qui se passe entre ce que je dis et ce que je peux constater. Voilà. Mais en soi, je suis conscient du fait que dans la littérature, les collaborateurs ne sont pas tous bien. En France, aujourd'hui, si on regarde l'étude Collab sur l'engagement des collaborateurs, la France en Europe arrive avant-dernière. Donc avec 9% des collaborateurs qui sont engagés, 26 activement désengagés, c'est-à-dire qui font tout pour détruire leur entreprise. Donc se poser la question, est-ce qu'effectivement, dans nos entreprises, on n'a pas le même comportement? Si les gens sont désengagés, je pense qu'il y a une question différente entre le désengagement des gens et le bien-être collaborateur qui est porté par la direction. Quand je veux pas lancer un débat, mais quand on voit le rachat de Twitter par Elon Musk et la façon dont ont été traités les collaborateurs internes de Twitter, on peut se poser des questions. Je pense qu'il y a une différence entre l'engagement des gens qui certes est influencé par les gens qui sont à la tête et ce qui est clairement affiché dans la façon dont on gère la ressource. Ce ne sont pas déjà parler de collaborateurs et de ressources. Après, c'est juste de relier dans les entreprises anciennes en France. Je ne sais pas si, je pense qu'il doit y avoir des enquêtes aussi sur le bien-être. C'est se poser la question. On n'est pas aussi excessif en France parce que la loi l'interdit dans la manière dont on traite les collaborateurs. Mais il faut quand même se poser cette question-là. Les engagements, c'est un peu lié aussi au bien-être. Je suis pas engagée, c'est qu'il y a quand même certaines règles. Pour moi, c'est une conséquence plus. Oui, non mais je suis complètement d'accord. Mais juste aussi, parce que là c'est excessif et qu'on en parle énormément, si on regarde de près, et en tant que coach, je travaille beaucoup dans les organisations, j'ai vu pas mal de désespoir. Mais ouais, mais je ne travaillerai pas pour Tesla, c'est sûr. Je vous rassure, moi aussi, on regarde de ce que je prône, c'est vrai que voilà, mais je voulais des exemples marquants et qui parlent un petit peu à tout le monde, sans forcément rentrer dans le débat de est-ce qu'ils traitent bien leurs collaborateurs ou pas. Mais voilà. D'autres questions là-dessus? Non? Du coup, par rapport à ça, je vous ai dit, moi j'allais toujours voir en fait le payeur final. Et donc c'était de lui dire, ce que je te propose, c'est qu'on va mesurer en fait les critères de réussite. Et quels sont pour toi les critères de réussite pour justement sortir de cette zone de confort et te dire aujourd'hui, voilà, je suis sorti de ma zone de confort, j'ai réussi. Qu'est-ce qui fera qu'au final tu diras, waouh, bingo, Wilson, bien joué. C'est de se dire, et c'est ce que je dis souvent, et malheureusement il n'avait pas les idées très claires, c'est d'avoir une vision très claire. Une vision très claire de ce qu'il veut, de définir des objectifs. Si sa vision elle est claire, derrière, on sait où on va aller. Et si je rapporte à moi, Wilson, en tant qu'individu, ma vision était très claire. Je veux faire des projets de transformation. Aujourd'hui, la boîte dans laquelle je suis ne me permet pas de pouvoir faire des projets de transformation. On me demande d'accompagner des équipes. Non, je veux de la transfo. Mon objectif est très clair. L'entreprise doit avoir un objectif relativement très clair. Et ensuite, on parlait tout à l'heure de compétences. Pour les amateurs de rugby, La Rochelle a gagné il n'y a pas longtemps, là. Et ils ont mis les personnes au bon endroit. Pour le foot, pareil, même chose. Et si on revient au ping-pong, il a pu jouer, j'ai oublié son nom, c'était hier je crois, il a pu mettre tous les éléments en place. Donc c'est mobiliser en fait toutes les ressources nécessaires et les bonnes compétences au bon endroit pour pouvoir justement pouvoir avancer. Et encore une fois, ça demande de l'investissement. Et ça demande de sortir un peu d'argent et peut-être de ralentir. Et ensuite, d'avoir un encadrement et un suivi. Et de pouvoir se voir assez souvent avec le payeur, le DG, et échanger avec lui donner la photographie, voilà ce qu'on a fait, voilà là où on est à 1 mois, voilà là où on est à 2 mois, ainsi de suite. Et donc pour moi, c'est ces 3 éléments-là qui m'ont permis, de sortir de ma zone de confort, et d'essayer de sortir de la zone de confort en fait, de l'entreprise dans laquelle j'étais. Est-ce que vous voyez d'autres critères de réussite par rapport à ça? Par rapport aux 3 que j'ai pu mettre là? Pas forcément. Passons à mes takeaways.
c'est-à-dire comment moi j'ai essayé de rentrer dans le vif du sujet avec un certain nombre de responsables. Ça, cette partie-là, elle fait mal. Apprendre à poser des questions qui fâchent. Et je vous assure, je pense que pour moi, c'était l'une des plus grosses difficultés. Et en tant que coach agile, je me suis fait coacher pour justement pouvoir poser des questions qui fâchent. Parce qu'à un moment donné, quand on est devant le DG, il faut lui poser ces questions qui fâchent et rentrer dans le vif du sujet. Et même à titre personnel, c'est se dire, bon bah, ok, en tant qu'individu, qu'est-ce que je veux pour moi et qu'est-ce que je veux faire. Et donc là, c'est cette partie-là. Essayez de gommer. Vous avez vu le verbatim dont je parlais tout à l'heure. C'est on a toujours fait comme ça. Ok, on a toujours fait comme ça, mais où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Et si on faisait autrement, est-ce qu'on serait pas mieux? Oui, mais il y a toujours le oui, mais aussi qui revient, que j'aurais pu mettre en tant que verbatim. Mais essayez de poser les questions qui fâchent à un directeur, sans forcément voir moi c'est ce que je faisais, sans forcément voir son intitulé de poste, mais poser la question en fait qui fâche, et essayer de l'accompagner en fait en ce sens-là. Donc pour moi c'est la première des choses en termes de takeaway que moi je pourrais vous donner pour la suite. Et après il y a l'adaptabilité. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de la grenouille qui est dans une casserole, voilà, ok, je ne vais pas vous la refaire, mais j'aime beaucoup en fait cette idée de la grenouille qui s'adapte en fonction et qui gère sa température en fonction de du degré de chaleur. Donc c'est de se dire, bon ben voilà, il y a des innovations, ça avance, bon, on s'adapte et on essaie d'avancer et on essaie de... Justement, elle s'adapte jusqu'au moment où elle ne peut plus s'adapter. Exactement. Oui. C'est qu'elle ne ressent pas la chaleur, elle ne ressent pas le sentiment du danger. danger. Absolument, parce que ça vient tout doucement. Ça vient tout doucement. Ça Et vient justement, doucement. quand elle s'adapte, elle ne Ouais. sent pas le truc venir. Elle meurt. C'est ça. La température, c'est exponentiel. Exactement. Mais c'est surtout d'accepter en fait cette notion de disruption et de se dire bon bah ok, on va s'adapter, mais à quel moment on se dit bah ok, là on est dans notre zone, on avance plutôt bien, et comment pouvons-nous sortir et comment pouvons-nous essayer d'avancer. Mais c'est surtout en fonction du monde qui est changeant, en fonction du monde vulgaire, c'est de pouvoir s'adapter aux différents éléments pour justement pouvoir sortir. Et surtout, la dernière des choses, c'est faire en sorte que l'échec soit rapide. Et c'est ce que je dis au directeur, c'est ok, je me suis trompé, mais il faut que j'arrive à gommer ça très rapidement en fait. Et pour les entreprises, c'est la même chose. On va tomber, on va se tromper, ça ne va pas marcher, mais justement, comment réduire en fait ce temps d'échec. Plus elle est longue et plus on va se remettre en question, et moins ça va aller. Donc c'est de se dire, bah, au niveau de l'entreprise, ok, on accepte de tomber, mais comment on fait en sorte pour justement pouvoir sortir. J'ai une image en tête là qui me revient et elle est passée il n'y a pas très longtemps, je crois que c'est un danseur, j'ai plus son nom en tête, je m'excuserai, qui tombait sur un trampoline mais qui se relevait aussi vite et qui montait des escaliers. Et bah, pour moi en fait je la vois exactement comme ça en fait l'échec. C'est-à-dire je suis tombé, mais comment je remonte aussi vite, parce que faut l'avouer, on va tomber. Et il ne faut pas dire non, on va tomber. Et comment on essaie de gommer justement cette partie-là très rapidement. Gommer, c'est plus utiliser l'échec comme levier d'apprentissage plutôt que gommer. Après, il ne faut pas gommer, il faut se souvenir des échecs pour mieux appréhender la suite et pour mieux faire répéter ces transformations. Exact. Pour ma part, je parle de BNP, 15 ans, et j'ai fait 1 an. Je savais que j'étais en échec, je me suis dit 1 an, on regarde comment ça se passe. Et si ça se passe pas bien, tac, on rebondit, on essaie de partir ailleurs. Et c'est ce que j'ai essayé de faire pour justement réduire cet échec. Pour moi, je parle d'expérimentation. Le mot échec me dérange. Test and learn. Exactement. Test and learn. Ouais. Test and learn, esprit entrepreneurial, on essaye, ça marche pas. Qui dit que le meilleur maître, c'est l'apprentissage, il s'appelle Yoda. Le meilleur maître, c'est l'échec. Et sur justement cette partie-là, ça m'emmène à, parce que j'ai pas fini, ça m'emmène à une interrogation là-dessus, et je vais conclure là-dessus.
c'est de me dire, justement par rapport en fait à tous ces changements qui arrivent, à tous ces éléments qui basculent, à ce monde VUCA, à toute cette rapidité, est-ce que pour le coup, c'est pas la fin d'un concept de zone de confort, vu qu'on sait qu'il y a X% d'entreprises qui rentrent dans une transformation? Voilà, la réponse je ne l'ai pas. Je ne sais pas si vous avez des éléments de réponse, hein, mais c'est sur ça que je terminerai, avec ces différents rythmes effrénés de transformation en fait, qu'on peut avoir. Je complète juste. Je pense que tu as tout à fait raison. Effectivement, on prévoit que chaque individu qui sort de l'université fera 17 emplois différents. Donc ça veut dire 17 compétences différentes, puisqu'on parle vraiment d'emploi, pas dans le sens où je change d'entreprise, mais vraiment d'activités différentes. Ça veut dire que l'individu se doit d'être en apprentissage permanent aujourd'hui. On le voit avec l'IA, on le voit avec plein d'éléments qui arrivent aujourd'hui. Et effectivement, la zone de confort, on n'y sera presque jamais, quoi. Et finalement, nous, ce qu'on va chercher en tant qu'employeur, c'est des capacités à s'adapter rapidement. Exactement. Plutôt que des compétences acquises à l'université ou par le système scolaire, en fait. Donc voilà, c'était cet échange de ce que j'ai pu vivre en tant qu'individu et en tant qu'entreprise. Si vous avez des questions, je suis disponible. Je vous remercie. Merci. Merci. Il reste 3 minutes pour les questions, si jamais. Tu en avances. Pas de questions. Du coup, juste sur le programme, là, il va y avoir un petit peu, en fait, de 15h30 à 16h, un petit peu plus long que tout à l'heure. Vous allez pouvoir prendre le café, il reste des desserts, puisqu'ils en faut, donc n'hésitez pas à vous servir. Certains le savent déjà, peut-être, on a un rooftop avec une jolie vue en haut du bâtiment. On va essayer de vous y faire monter pendant la pause si vous voulez aller voir, prendre l'air. Et du coup, après, donc à 16h, on reprend avec 4 interventions dans la grande salle, dans le Live Experience. Vous aurez un Rex BNP Paribas sur les OKR. Tu vas en faire la pub? Alors venez tous, hein, parce que c'est très intéressant. Dans les salles d'idéation, il y aura un Rex EDF sur Switch, le programme de transformation agile au service de l'ingénierie nucléaire d'EDF. Dans la salle innovation, qui est juste derrière, vous aurez un talk autour de comment le coaching professionnel a révolutionné mon approche de coach agile et accessoirement ma vie. Et dans cette salle, vous aurez une table ronde avec une thématique autour de la transformation durable et responsable accélérée grâce à une agilité plus engagée. Tout est intéressant. Dommage qu'on n'est pas là-dedans. Je vais goûter. Merci beaucoup. Merci. On essaye de filmer le plus possible si les intervenants sont en fait. On va chercher. C'est ça. Bien chercher. Ouais.